On va parler effectivement de ce patron du MI6 qui est une légende. Sa parole est rare. Il prend la parole une fois par an au maximum. Il s'appelle Richard Moore. C'est l'espion des espions britanniques. Et vous allez voir, il s'est exprimé hier et il aborde la rébellion de Prigojine. Je fais vos transitions en fait. Vous êtes parfaite, Isabelle. Merci infiniment. Les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, que dit le patron du MI6 ? Eh bien d'abord, il s'agit de cet homme, Richard Moore, 60 ans. Depuis 2020, il dirige les renseignements extérieurs du Royaume-Uni, le prestigieux MI6, les services secrets de Sa Majesté, et il est connu sous le nom de Si. Et sa parole est rare, il s'est peu exprimé publiquement depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette interview accordée à Politico, c'est même sa seule intervention publique cette année. Et ce qu'il dit est très instructif. Richard Moore livre les conclusions de ses services sur le coup de force d'Evgeny Prigojine. À noter d'ailleurs que la plupart des services de renseignement se sont abstenus de le faire depuis le 24 juin pour éviter justement que la Russie ne crie au complot occidental. Pour lui, malgré ce que Vladimir Poutine croit ou tente de faire croire, c'est bien Prigojine qui a le dessus sur lui et non l'inverse. Et c'est justement parce que Poutine s'est trompé sur ses rapports avec Prigojine que ce coup de force a eu lieu. Pour Richard Moore, tout le monde l'a vu venir, sauf lui. Écoutez. I don't think it was a particular surprise, was it, when Prigozhin made his move? He had been telegraphing with pretty violent language his disaffection with Shoigu and Gerasimov. It also, I would say, is a real indication of how Putin can't contain the impact of his invasion of Ukraine within the borders of Ukraine. Voilà, avec cet accent britannique parfait. Est-ce qu'il parle de la rencontre entre Poutine et Prigojine ? Oui, Emmanuel, et là les détails sont croustillants. Rappelez-vous, c'était 2 jours après le coup de force. Vladimir Poutine recevait Evgeny Prigojine au Kremlin et depuis, le président russe tente d'imposer sa version de l'histoire. Il affirme qu'il a gracié Prigojine mais l'aurait obligé à l'exil en Biélorussie. Eh bien, pour le patron du MI6, c'est complètement l'inverse. C'est Poutine qui a sauvé sa peau en éloignant Prigojine le plus possible. Écoutez. If you look at Putin's behaviours on that day, Prigozhin started off, I think, as a traitor at breakfast. He had been pardoned by supper, and then a few days later he was invited for tea. He really didn't fight back against Prigozhin. He cut a deal to save his skin using the good offices of the leader of Belarus. Vous l'aurez compris, les informations du MI6 sont aux antipodes de ce que Poutine a laissé entendre. Et il va même un petit peu plus loin, non ? Puisqu'il parle de la fragilité de Poutine. Effectivement, c'est un point très important de son analyse. Pour Richard Moore, ce qui est surprenant le 24 juin, c'est que Vladimir Poutine a perdu le contrôle de la situation dans son propre pays. Désormais, selon lui, il n'est plus intouchable en Russie. Écoutez-le. What we're seeing here is, if you like, the instability caused by the appalling casualties that the Russians are suffering on the battlefield, sort of bleeding back into the Russian body politic in a potentially destabilizing. So he is clearly under pressure. Voilà, alors il fait partie des hommes les mieux informés du monde, hein, bien sûr, Richard Moore. Est-ce qu'il a des informations sur la question qu'on se pose tous, où est Prigojine ? Bien, ça, c'est la grande question, effectivement. Et cette fois, c'est la chaîne américaine CNN qui l'interroge à ce sujet. Lorsque le journaliste lui demande si Prigojine est vivant et en bonne santé, Richard Moore ne répond ni par oui ni par non, mais il a cette formule troublante « is still floating around » que l'on peut traduire par « il est toujours dans les parages et peut-être en Biélorussie ». En tout cas, une vidéo a émergé hier, publiée par des blogueurs militaires proches de Wagner, qui affirment qu'elle montre Evgeny Prigojine pour la première fois depuis la mutinerie. Elle n'est pas proprement reprise par les grands médias, mais en tout cas, ils la décrivent. Le Washington Post aux États-Unis, la BBC Outre-Manche ou encore Le Monde en France. Disons-le tout de suite, il y a plus de questions que de réponses dans cette vidéo. Quand a-t-elle été tournée ? Où a-t-elle été tournée ? Et qui sont les protagonistes ? Alors regardez. On est au bord de ce qui ressemble à un terrain vague au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Effectivement, c'est difficile à dire. Il fait très sombre. On distingue en tout cas un homme chauve de dos. Il passe, semble-t-il, en revue des troupes. S'agit-il d'Evgeny Prigojine face à ces hommes ?
On ne voit pas clairement son visage. Rien ne nous permet donc de vérifier qu'il s'agit bien du patron de Wagner. Toujours est-il qu'il adresse quelques mots à ses hommes. Écoutez. Приветствую, парни! Рады вас всех приветствовать! Приездом на белорусскую землю! Il leur disait que c'était un plaisir de les accueillir en Biélorussie. Je suis particulièrement heureux. Nous nous sommes battus honorablement. Nous avons fait beaucoup pour la Russie. Aujourd'hui, ce qui se passe sur le front est une honte. Nous n'avons pas besoin d'y participer et nous attendons le moment où nous pourrons nous montrer sous notre meilleur jour. C'est pourquoi il a été décidé que nous resterons ici en Biélorussie pendant un certain temps. Rappelons effectivement concernant cette vidéo qu'il est impossible à l'heure actuelle de donner davantage d'informations vérifiées. Merci Justine, merci de nous avoir apporté la traduction aussi. Je suis sûr que beaucoup parlent couramment le russe, mais enfin, pas tout le monde. Donc voilà, on s'intéresse à Prigojine un instant, le fantôme de Prigojine, avec cette formule intéressante de Richard Moore, qui est dure à traduire. He's floating around, il est dans les parages, son ombre flotte en quelque sorte. Floating or plotting? Pardon, quel jeu de mots de la part du général Trinquant. Plotting, donc est-ce qu'il complote? Voilà, ça exactement. Voilà. Je pense que, très intéressant, parce que le MI6 est effectivement bien informé, parce qu'il se concentre sur cette zone depuis longtemps. Aussi bien en étant présent en Ukraine depuis 2014, à peu près partout, avec probablement des forces spéciales présentes actuellement, et donc, naturellement, avec la transparence avec la Russie, beaucoup d'informations là-dessus. Depuis le début, nous disons sur ce plateau globalement que la négociation avec Prigojine n'était pas terminée. Et on en a quelques échos. Alors, si c'est Prigojine qui parle, là, on ne sait pas trop. Un des échos, c'est « Ok, nous, on a quitté l'Ukraine, mais on sortira sous notre meilleur jour plus tard. » Moi, je serais Poutine, je serais quand même inquiet de savoir qu'un jour, peut-être, il pourrait intervenir. Mais il y a une autre information qui est venue, c'est sur l'Afrique, sur laquelle il y a une déclaration très claire qui dit maintenant on va s'occuper de l'Afrique. Or, depuis le début, souvenez-vous, on disait l'Afrique, c'est extrêmement important pour la Russie, dans le cadre de la déstabilisation de nos liens avec les Africains, et dans l'incapacité de l'armée russe de vraiment faire ça. Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, Wagner redevient un sous-traitant du GRU en Afrique. Et que ça, il a réussi dans sa négociation, probablement à le garder. Alors lui ou un autre, peu importe. C'est pas très important que ce soit pas Prigojine qui soit en tête. C'est un de ces séides qui probablement le fera. Mais donc, on a deux clés. La Biélorussie en entendant que, et l'Afrique, parce que là-bas, d'abord, ils gagnent de l'argent, faut le rappeler. Et puis ensuite, c'est là que le GRU va les utiliser. Donc aussi, rôle de Wagner vis-à-vis du GRU, extrêmement important. Donc je pense qu'il n'est pas sorti du circuit. C'est pour ça qu'il est peut-être plotting around. D'accord. Plotting around, il complote, il flotte, il complote. Isabelle Lasserre, vous partagez. Et revenons aussi sur ce pacte entre Poutine et Prigojine. On sait qu'ils se sont rencontrés. Le narratif officiel, c'est bien sûr qu'il a été puni, qu'il doit s'exiler. Ce que dit le MI6, c'est plus tempéré, c'est-à-dire il en sort plutôt gagnant. Oui, alors... il est clair que l'esprit de Prigojine flotte toujours en Russie, à défaut de son corps physique, et notamment il flotte grâce à la parole de l'un de ses collaborateurs, Outkin, qui continue en fait régulièrement à dire les mêmes choses que Prigojine. Donc l'esprit de la rébellion n'a pas quitté la Russie, puisque on voit que des généraux sont arrêtés, sont démis de leurs fonctions, et que des hauts officiers continuent en fait à critiquer cette opération. Sur le fond, moi je suis persuadée depuis le début, depuis février 2022, que Vladimir Poutine a perdu la guerre. À partir du moment où il a échoué à prendre Kiev. Après, la question c'est combien de temps ça dure? Parce que les dictatures, on voit bien cette armée russe qui est en train de s'effondrer. En même temps, elle est très résiliente. Les Russes sont un peuple extrêmement résilient. Et les dictatures sont très souvent, beaucoup plus faciles à abattre que les démocraties quand elles sont prises dans ce type de tourmente et confrontées aussi brutalement à une remise en question si nette. Alors, est-ce que ça va prendre 1 mois? Est-ce que ça va prendre 6 mois? Est-ce que Poutine va réussir
réussir à se rétablir malgré tout à force de répression pour se remettre au pouvoir. Aujourd'hui, personne ne le sait. Alors, sur la question de Prigojine, moi, je ne doute pas une seconde que les services de renseignement britanniques, comme d'ailleurs américains et français, savent sans doute où est Prigojine aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que d'abord, du côté français, on suit Prigojine depuis très très longtemps, pour la simple et bonne raison que c'est un ennemi déclaré de la France en Afrique. Donc les services de renseignement français ont fait un gros effort pour localiser Prigojine bien avant la rébellion et un des savoir exactement ce qui informateurs notoires. Ouais. Les Français ont été mis au courant de la rébellion de Prigojine plusieurs jours avant qu'elle n'ait lieu par les Américains, et les Britanniques étaient sans doute et forcément au courant aussi. À l'époque, m'a-t-on dit, d'ailleurs, ils ne pensaient pas que la rébellion pouvait aller jusqu'au bout, donc ils se sont contentés d'observer. D'ailleurs, ils n'auraient pas pu faire grand-chose, mais voilà, tout ça est encore en train de se passer, mais c'est vrai que plus les jours passent et plus les semaines passent, on voit que c'est la fragilité du régime qui a l'air, je dis bien, qui a l'air de prendre le pas sur la solidité de cet État qui a encore des piliers. Alors, Richard Moore, vous le disiez tout à l'heure, appuie en quelque sorte sur cette fragilité, et il appelle tous les Russes de bonne volonté à rejoindre, bien sûr, les rangs des informateurs du MI6, à minima, ou peut-être même à passer en Occident. On l'écoute. There are many Russians today who are silently appalled by the sight of their armed forces pulverizing Ukrainian cities, expelling innocent families from their homes, and kidnapping thousands of children. I invite them to do what others have already done this past 18 months and join hands with us. Our door is always open. We will handle their offers of help with the discretion and professionalism for which my service is famed. Their secrets will always be safe with us. And together we will work to bring the bloodshed to an end. Alors, Céline Dussato, c'est d'une clarté, pour le coup, c'est vraiment donnez-nous des informations, comptez sur notre discrétion. Ça rappelle quasiment le temps de la guerre froide, non ? Absolument, on a un chef du renseignement qui fait son travail de chef du renseignement et qui appelle à donner le plus d'informations possible. Enfin voilà, on a un appel public, c'est assez étonnant. Comme vous le disiez, sa parole est rare et la parole des chefs de renseignement est généralement plutôt rare. Encore une fois, voilà, il appelle... Alors, il faut pas oublier, excusez-moi, qu'il remplit son rôle aussi. C'est un homme qui fait du renseignement et dans le renseignement, on brouille les cartes aussi. Et donc cette intervention, elle vise à différents niveaux à brouiller les cartes. Appeler à la dissidence, évidemment, ça c'est perturbateur pour n'importe quel pays, alors un pays en guerre, n'en parlons pas. Et à livrer des informations, de toute évidence. Bien sûr. Il appelait, tout à l'heure, il brouillait aussi les cartes, Prigojine, Poutine, qui est le vainqueur dans cette affaire. Là aussi, il brouille un peu les informations. Il tend à décrédibiliser Vladimir Poutine publiquement, mondialement, puisqu'il sait que sa parole va être reprise dans le monde entier. Ce qu'on fait nous, on parle de lui en France, et donc sa parole est reprise partout. Et donc oui, quel sera le résultat de cela ? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'informateurs russes qui arriveront dans nos rangs ? Ça reste à voir. Oui, et puis on le saura peut-être pas tout de suite. Emmanuel Véran. Oui, et puis ce que dit aussi Richard Moore, donc si, pour contrôle, et non pas M comme dans le film, control, je pense aborde un sujet dans ce tempo de communication qui est tout sauf anodin, en ce début d'été, après le coup supposé de Prigojine, etc., le sujet d'une Russie, une fédération de Russie ou un système Kremlin post-Poutine potentiel, avec en interne, comme Isabelle le rappelait,
des sujets de lutte factionnelle, etc., probablement qui ont commencé même avant le supposé coup de Prigojine, au moment même où il y a l'offensive en février 2022. Pourquoi ? Parce que Poutine se retrouve quelque part aujourd'hui le dos au mur, face aux différents piliers du Kremlin, qui sont les différents services spéciaux, mais aussi les excroissances qui ont grossi avec la guerre de Prigojine, plus le jeu des oligarques, qu'on avait d'ailleurs traité sur ce plateau il y a quelques jours. Et là, dans ce sujet-là, je pense que pour le MI6, comme pour des services américains ou des services d'Europe continentale, pour ne pas le nommer là en France, il y a un sujet très très fin à observer quelles sont les lignes de force actuelles en cours de recomposition autour d'un Poutine qui est, j'insiste, de plus en plus acculé, qui semble de plus en plus fatigué, si je puis dire. Et puis, pour rappeler que le MI6 connaît très très bien le sujet ukrainien et la Russie, parce que c'est, suivant sa communication, tout ça est très ouvert, le MI6 a mis comme top priorité le sujet ukrainien et russe, avec d'autres pays, mais qui sont un peu plus éloignés. Et en face de ça, bien sûr... Oui, pardon. Ouais, moi, il y a une autre chose qui me semble intéressante, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les services de renseignement occidentaux, extérieurs, avaient fait extrêmement attention à ne faire fuiter aucune information, de peur qu'elle ne soit utilisée par Vladimir Poutine pour alimenter sa propagande, vous voyez, l'OTAN qui nous attaque, etc. Et là, il sort du bois d'un seul coup, et il sort du bois d'une manière quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'appeler à la dissidence, c'est quand même, Vladimir Poutine va être furieux. Il doit être furieux. Et jusque-là, beaucoup de précautions étaient prises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les services de renseignement occidentaux n'ont plus peur de Vladimir Poutine parce que ils l'estiment suffisamment, trop faible, et que la transition, en fait, pense-t-il qu'elle a déjà commencé ? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Alors, en tout cas, c'est sa hantise, la trahison. On va le voir là dans un instant. Dès le 24 juin, dès la rébellion de Prigojine, il mélange pratiquement son poste de président et la trahison à la patrie. Il évoque même, on s'en souvient, 1917 et la Révolution. C'est-à-dire qu'à ce moment très précis, l'heure est grave. Et le traître, en l'occurrence Prigojine, est impardonnable. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. Y compris d'une trahison interne. C'est intéressant. En gros, si Poutine chute, c'est la Russie qui chute. C'est ce que veut dire le président russe. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette expression du MI6, britannique donc, c'est que ça arrive après les discours de Biden et du président Macron, juste après Vilnius, où pour la première fois, ils parlent du pouvoir politique affaibli. C'est la première fois que tous les deux en parlent. J'allais dire le trio, le P3, comme on le dit aux Nations Unies, les Américains, les Français, et là, le chef du MI6 qui parle, donc ces trois pays, sont d'accord sur le fait que le régime de Poutine est affaibli et qu'il y a peut-être d'autres solutions. Alors, le discours du président Poutine est aussi intéressant. Le 23-24, on y a prêté peut-être pas toute l'attention dans le fond, mais il prend la place du tsar, en fait. C'est ça, oui. Puisqu'il s'élève contre la révolution de 17, qui a chassé le tsar et porté les bolcheviks au pouvoir. Exactement. Donc, c'est assez intéressant, cette position à la fois du P3, du trio, qui acte le fait que le pouvoir de Poutine est affaibli et que d'autres solutions peuvent être trouvées, et puis le fait que Poutine se replace dans une situation impérialiste. Céline Sato. Oui, cette intervention de Vladimir Poutine, elle est intéressante aussi pour quelque chose, un aspect. Il ne faut pas oublier que Poutine, c'est le président de l'ordre. Quand il arrive au pouvoir en 2000, il est le président qui veut remettre de la verticalité, qui a redéclenché une guerre en Tchétchénie et qui veut prouver la grandeur du pays. Il remet l'ordre en
mettant en place cet accord avec les oligarques qui va les écarter de la politique. Et là, encore une fois, voilà, alors il fait une référence historique que tous les Russes connaissent parfaitement, qui a été reformatée dans les programmes scolaires dans les 2 années qui viennent de passer. Et donc, voilà, il se rappelle aux Russes en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire le gardien de l'ordre dans le pays. Il joue sa carte habituelle. Mais c'est le signe qui craint sa propre chute. En même temps, le 24 juin, et ensuite le fait de négocier avec Prigojine, le fait que Prigojine soit, selon toute vraisemblance, encore en vie, en liberté, etc., est aussi un signe. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire, effectivement, il y a tous les codes de la communication avec le président qui vient centrer, etc., avec des mots forts qui convoquent l'histoire, la Russie tsariste, le tsar de toute la Russie, etc. Mais fondamentalement, c'est plus un aveu de faiblesse qu'autre chose et qui renvoie bien à cette logique de lutte factionnelle et que probablement qu'il y a un mécanisme, là, c'est une hypothèse que je vous soumets, c'est que dans les luttes factionnelles actuelles, où depuis plusieurs mois, au Kremlin, il y a aussi une façon particulière de mettre en avant et de mettre en scène une sorte de théâtraliser Poutine et de ce qui reste de Poutine, si je puis dire. Et ce qui serait intéressant de voir, et probablement pour refaire la jonction avec le MI6, Richard Moore, les Américains, peut-être les Français, peut-être d'autres, au sein de l'OTAN, ou du P3 plus précisément, comme le rappelait le général Trinquant, il est intéressant d'avoir la photo, si je puis dire, de ce qu'il y a en coulisses, des Patrouchev, des Bortnikov, des Kovalchuk, puis d'autres responsables, anciens Siloviki, ou d'autres oligarques qui sont en accointance forte avec cet univers-là. Oui. Où finalement, c'est non pas cet univers-là, je vais me corriger, c'est un même univers. Oui. C'est ça, c'est un même univers très, très intégré, si je puis dire, entre services spéciaux Siloviki et puis monde oligarchique. Et finalement, c'est une quarantaine, une cinquantaine de personnes, peu ou prou. Alors, si vous voulez avoir une idée d'ailleurs des coulisses de l'entourage de Vladimir Poutine, du Kremlin, de la mentalité, de la psychologie du chef du Kremlin, ne ratez pas ce soir Poutine, l'espion devenu président, document sur LCI. Vous allez le voir, la hantise de Vladimir Poutine, on le sait, il a un petit côté paranoïaque, on en parle souvent sur ce plateau, c'est évidemment la trahison. Et écoutez un des hommes les mieux informés de Moscou, en l'occurrence un rédacteur en chef, qui en parle et qui connaît bien Vladimir Poutine. Il m'a dit, un ennemi, on le combat honnêtement, face à face. On le combat, on fait la paix, on partage un territoire, on commerce avec lui, puis on le combat à nouveau. Mais on sait que c'est un ennemi et on ne lui tourne jamais le dos. Mais un traître, a-t-il ajouté, c'est quelqu'un qui est à tes côtés, qui combat à tes côtés, mais qui, dès qu'il te sent dans une position de faiblesse, ou dès que tu te détournes, te plante un couteau dans le dos. Voilà pourquoi je suis sans pitié avec les traîtres. Voilà, on est trahi par ses amis, hein, c'est le vieil adage, Isabelle Lasserre, mais en tout cas, Vladimir Poutine, sa crainte, et c'est bien montré dans ce documentaire, c'est effectivement le couteau dans le dos. Bah oui, mais c'est d'ailleurs la raison. Enfin, Staline était exactement pareil, et d'ailleurs les mêmes hommes ont les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des sosies de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a plusieurs bureaux qui se ressemblent, qui sont reproduits à l'identique. On ne sait jamais vraiment bien où il est, parce que quelquefois il y a plusieurs convois qui partent dans des directions opposées. Et il a les mêmes méthodes que Staline, c'est-à-dire à essayer de repérer. Staline faisait exactement pareil. Dès que, en fait, il avait un doute sur la probité de l'un de ses collaborateurs dans son proche entourage, eh ben, il changeait son entourage. Et on voit qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine fait exactement la même chose avec ses purges de son entourage, enfin militaire. Hein, c'est pas. Mais oui, il a peur de. Évidemment, parce que de toute façon, le rédacteur en chef de Écho de Moscou parlait de l'ennemi, mais il y a une autre chose qui est beaucoup plus facile à combattre pour Vladimir Poutine. Parce qu'il y a 3 choses qui peuvent abattre Poutine. L'ennemi extérieur, la population et l'entourage. L'ennemi extérieur, donc
il en parlait très bien. La population, elle ne représente pas un danger pour Vladimir Poutine pour l'instant. À chaque fois qu'il y a eu des grandes manifestations comme en 2011, la répression a été si violente qu'elle a suffi à éteindre la contestation. Et aujourd'hui, la majorité de la population est amorphe, en tout cas physiquement. Elle ne peut pas se révolter contre Vladimir Poutine. Donc le seul danger vient de son entourage et de ceux qui savent aussi, parce que l'entourage sait que Vladimir Poutine perd la guerre. Les propagandistes font semblant à la télévision.